Et donc, je termine ici mon introduction en invitant, et je suis très heureux de le faire, Madame Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, présidente de Vigeo Eiris, et qui va nous parler, ça tombe bien évidemment, de l'importance de l'écoute et du dialogue dans les relations humaines, dans les relations sociales. Je vous remercie. Bonjour. Donc, comme le disait Dominique, je dois vous parler de l'écoute et du dialogue dans les transformations au service du progressisme, dont je comprends que vous êtes attachés à en définir la vision, la doctrine, de manière à pouvoir en faire découler les actions transformatrices avec cohérence, avec, je dirais, la capacité pour ceux qui vous regardent de comprendre le sens des transformations que vous voulez engager. Finalement, en essayant de comprendre la commande qui m'était faite, je me dis que la question que vous me posez finalement, c'est celle-là. Comment rendre possible ce qui est nécessaire? Ce qui est nécessaire, ce sont les transformations que vous voulez porter au service de ce progressisme. Alors, je voudrais commencer par un mot sur l'association des citoyens à ces transformations. C'est un point sur lequel je sais vous êtes tout à fait sensible et vous en avez bien raison. Parce qu'il est évident aujourd'hui de voir que la demande de participation, d'implication, de participation aux décisions, mais aussi à l'action des citoyens, mais pas seulement du consommateur, des riverains, du salarié, sont aujourd'hui très prégnantes et cela est bienvenu. Évidemment, vous le savez, vous qui êtes l'illustration, je dirais, la plus avancée de la manière dont on peut associer les citoyens à certaines actions, à certaines réflexions, vous savez que cela suppose d'être organisé, d'être structuré, d'être aussi très transparent dans la manière dont on sollicite les avis, la participation des uns et des autres. C'est finalement ce que l'on appelle la démocratie participative. J'ajoute, mais j'imagine que vous n'en doutez pas, la démocratie participative, ce n'est pas la démocratie directe. La démocratie directe, on l'a par exemple quand il y a un référendum. Et donc cette démocratie participative, elle participe de la nourriture, je dirais, de nourrir la démocratie représentative. On peut aussi se dire aujourd'hui que ce besoin finalement de reconnaissance de l'individu en tant que tel qui aspire à exister se trouve déjà ou trouve déjà sa concrétisation dans l'aspiration à des droits individuels. Je pense qu'il existe déjà le droit à la formation, par exemple, mais aussi sur certains dispositifs de retraite, mais tout cela s'exerçant bien sûr dans le cadre de solidarité collective, faute de quoi tout ça serait bien sûr ingérable et manquerait de cohérence et de sens à donner à ces droits individuels. On sait aussi que cette démocratie participative, elle interpelle tous les acteurs politiques. Il y a ceux qui la portent et qui en font un drapeau, c'est très bien comme vous. Il y a ceux pour qui ce n'est pas encore évident et qui pourtant devraient bien s'intéresser à ce besoin de leurs membres, des citoyens, des consommateurs, etc., à participer, je pense aux acteurs sociaux, aux acteurs économiques, aux acteurs associatifs dans leur ensemble. Alors, après avoir fait ce petit point sur la question de la démocratie participative et de l'association des citoyens, je voudrais maintenant, au-delà de ça, vous dire quelle est ma conviction profonde quant aux conditions à réunir pour que les transformations que l'on engage, en supposant qu'on les engage bien sûr dans le sens du progrès, dans le sens de ce qui est nécessaire pour nos sociétés et en particulier aussi pour l'Europe, c'est de concevoir une véritable ingénierie de la méthode, ingénierie de la démonstration, sans laquelle on risque tout simplement de passer à côté des conditions de son succès. Trop souvent, on a 1000 exemples en la matière, trop souvent, les initiateurs d'un changement, d'une transformation, se fixent un but
Évidemment que quand ils se le fixent, ils savent au nom de quoi, eux, ils le fixent, ils en connaissent les motivations, mais souvent, on ou ils négligent le point de départ, on néglige ou on occulte l'analyse des rapports de force en présence sur l'objet de la transformation, et on oublie souvent ce que je crois vraiment très fondamental dans la réussite des transformations, c'est, je dirais, d'associer la dimension indissociable des finalités de l'action et des moyens qui lui sont associés pour la conduire et la faire réussir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se forger une ingénierie de la méthode de transformation? Évidemment, ce n'est pas une méthode clé en main, évidemment, ce sont des grandes catégories d'actions qui doivent être à chaque fois adaptées à telle ou telle transformation ou telle méthode. Par comparaison, sans filer la métaphore médicale, je vous dirais que l'auscultation, l'IRM, le scanner, précède l'ordonnance. Je pourrais en référer aussi à Jean Jaurès, qui disait qu'il faut partir du réel pour aller à l'idéal. Tout ça veut donc dire l'importance qu'il faut accorder au moment du diagnostic, au moment du décryptage rigoureux de ce qu'est la réalité par rapport, bien sûr, à l'objet dont on se saisit pour faire la transformation. Les retraites, le nucléaire, le service public, les sujets ne manquent pas. C'est dire aussi si l'évaluation des forces et faiblesses du sujet que l'on veut traiter sont importantes à nommer, de la même façon que les rapports de force en présence. Il y a des contestataires, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a différentes approches sur les sujets qui méritent d'être entendus, écoutés et pris en considération. Mais c'est dire aussi si la phase d'implication des acteurs, de ceux qui vont être concernés par les changements en question, doivent aussi être associés de manière à pouvoir engager ensuite l'étape de la conception, l'étape du quelle réforme, quelle transformation je vais conduire et quelle est sa raison d'être après avoir véritablement bien ausculté, bien compris la situation de laquelle je pars. Ça peut prendre plusieurs formes, ce diagnostic. On peut faire un livre blanc, on peut proposer une mission, on peut proposer un rapport, etc. Il y a différentes formes. En tout cas, c'est l'étape qui est, à mes yeux, souvent occultée et qui pourtant est tout à fait importante et nécessaire pour la réussite de la suite. Il y a un autre facteur qui est important, c'est que, y compris à partir de cette phase, le diagnostic de la réforme doit être incarné. Il faut qu'on voit qui porte ce diagnostic, qui va porter cette réforme. Alors bien sûr, un gouvernement, des ministres, vous, sur le terrain, mais parfois, il est nécessaire d'avoir une visibilité, quelque chose de plus précis, un visage, un nom, dont on sait qu'il va être celui qui va être, en tout lieu et en toute circonstance, le porteur, l'explicateur, celui qui va être en capacité d'aller au débat, d'aller vendre à chaque fois qu'il le faudra. Vient ensuite, bien sûr, quand cette étape du diagnostic est terminée, et que donc des perspectives de conclusion peuvent se dessiner, vient l'étape de la conception. Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai pu apprendre, de tout ce que j'ai pu analyser dans cette phase de diagnostic? Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'intervient le choix, la décision de ceux qui sont responsables et qui vont donner la direction, qui vont donner l'orientation, qui vont afficher leurs décisions. Cette deuxième phase, elle est évidemment très sensible, surtout quand on est sur des sujets dont la transformation est forte, dont la transformation peut susciter de l'inquiétude, des craintes, peut parfois être l'objet de caricatures, l'objet de gens qui ont peur et qui considèrent qu'il est urgent finalement de s'opposer à la réforme, d'entrer dans le cycle que l'on connaît bien dans notre pays, qui est celui de la protestation, de la contestation, de l'opposition. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez de mon propos, c'est que cette phase-là, elle n'est pas supprimée au motif qu'on aura bien fait
le travail de préparation. Mais en tout cas, elle en est vraisemblablement, et je m'en expliquerai, modifiée. Vous savez que dans notre pays, on est dans une culture historique qui a ses explications. Une culture historique qui est davantage celle du conflit que celle du contrat, que celle du compromis. Il y a des explications, mais je n'ai pas le temps de parler de ce sujet là maintenant. En tout cas, c'est un fait. Et à côté, la culture contractuelle en France, elle existe. Elle peut, elle aussi, permettre, parce qu'elle n'a pas le même état d'esprit, elle va permettre effectivement de s'engager avec ses intérêts, avec sa vision dans les changements et les transformations. Enfin, bon, le travail n'est pas terminé quand une loi est votée, quand un contrat est passé. Je dirais presque que tout commence, parce que va se dessiner derrière, et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui est trop souvent oublié, c'est la question de l'attention portée au déploiement d'une loi, au déploiement d'une réforme, à leur exécution, parce que c'est à ce moment-là, alors que c'est le maillon faible, c'est ce moment-là que véritablement les citoyens, les gens concernés par la réforme ou la transformation, vont véritablement mesurer la portée. Mais je ne développe pas parce que je crois que Cédric Villani doit vous parler de ce point-là. Ces réflexions que je suis en train de vous présenter, je ne les ai pas tirées du parfait manuel de la politique de la méthode. Je fais référence à des situations que j'ai vécues en tant que témoin ou en tant que partie prenante dans des moments qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Je vois des visages jeunes dans la salle et sans doute ce dont je vais parler ou évoquer ne leur dit peut-être pas tout à fait quelque chose. Au demeurant, ils sont dignes d'intérêt. Je veux parler du moment où Michel Rocard, au gouvernement, a engagé des transformations et des réformes d'envergure précisément en ayant à chaque fois pensé la méthode, nommé la réforme et dit qui allait être responsable de la porter. Je pense à l'accord sur la Nouvelle-Calédonie. Certains se rappellent sans doute qu'après les morts de la grotte de Douvéa et une guerre civile en Nouvelle-Calédonie, une mission a été proposée pour essayer de rétablir la paix civile, en tout cas au moins que les frères ennemis se parlent. Cette mission a bien travaillé, elle a fait des recommandations, elle a conduit les acteurs à Matignon, des gens qui ne se serraient plus la main, et au bout de 2 jours et 1 nuit, ils sont sortis avec un accord. Ça n'a pas été la paix tout de suite, mais en tout cas, ça a été les premières bases qui ont permis d'avancer. Vous pouvez vous y référer, je vous assure que ça vaut le coup d'être regardé. Je pourrais aussi vous parler, mais je ne vais pas avoir le temps de le préciser longuement, de la réforme à l'époque qui a été conduite par le ministre Paul Quilès sous Rocard, qui était la réforme, la séparation entre la poste et les télécommunications, qui était un seul et même service public. Une réforme de tous les dangers, une réforme de toutes les protestations, une réforme où y compris les syndicats étaient divisés à l'intérieur de la maison. Et un monsieur a été nommé pour aller vendre, pour aller au charbon, pour aller dans les débats sur le terrain et pour finalement déboucher sur un accord social qui a donné lieu à ce que l'on sait aujourd'hui. Alors au total, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'un mode opératoire de la réforme ou de la transformation qui est construit et respecté apporte de la crédibilité à l'action publique. C'est d'autant plus nécessaire, je le redis, quand on est dans des réformes complexes et à fort enjeu impactant. C'est aussi un gage de son acceptabilité et de sa durabilité. Les forces en présence, il faut les prendre comme elles sont, sans stigmatisation, sans connivence, les respecter, mais les amener à entrer dans le dispositif qui a été mis en place. La méthode, finalement, à ce moment-là, fait progresser les acteurs eux-mêmes, les tire vers le haut et donne, en conséquence de quoi, des perspectives nouvelles pour entrer dans un cycle moins contestataire que l'on connaît. Alors j'entends parfois que finalement tout ça est trop long, tout ça fait perdre du temps. Non, je ne le crois pas. C'est tout simplement un investissement qui est créateur de liens entre ceux qui portent une réforme et les gens qui vont avoir à être impactés, qui peut susciter de l'adhésion, qui est une forme d'enracinement des changements et qui rend l'action lisible, l'action audible. Le temps du débat, de l'explication, de la confrontation positive,
ne saurait être assimilée à une inertie de l'action, par exemple gouvernementale, ou à une stratégie de retardement. Elle n'invalide pas, au contraire, la responsabilité ultime de la décision, qui sont responsables de ce qu'ils engagent, et en toute connaissance de cause. Vous l'avez compris, chers amis, l'époque n'est plus où un dirigeant politique pouvait dire, comme De Gaulle à l'époque, cette phrase, je cite, entre guillemets, « J'ai entendu vos points de vue, ils ne rencontrent pas les miens, la décision est prise à l'unanimité. » Fermez les guillemets. Je vous remercie.